Le téléphone sonnait sur le plan de travail de ma cuisine pendant que je préparais mon café matinal. J'ai regardé l'écran. Le nom de mon fils s'affichait. J'ai failli ne pas répondre. Papa. Sa voix était monocorde. Contrôlée, cette voix qu'il prend quand il a arrêté une décision. Je veux que tu saches que j'ai déposé les documents hier. La propriété est maintenant à mon nom, les comptes aussi. J'ai fait en sorte que maman signe tout avant qu'elle ne parte. Tu n'as plus rien. Ne prends pas la peine de venir pour la lecture de l'acte. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste souri parce que ma femme était assise juste là, à la table du petit déjeuner, entourant son bol de café de ses deux mains, bien vivante, me regardant avec les sourcils levés comme pour dire. C'était encore lui. J'ai hoché la tête. Elle a secoué la sienne lentement. Et s'est remise à boire son café. Nous attendions cet appel depuis 11 mois. Laissez-moi revenir en arrière, car rien de tout cela n'a de sens sans le contexte de ce que mon fils est devenu et de l'origine réelle de cette histoire. Ma femme et moi avons tout construit de nos mains. J'ai travaillé pendant 30 et un an comme ingénieur dans le génie civil, elle a été institutrice en CM1. Pendant 26 ans. Nous n'étions pas riches selon les standards habituels. Mais nous étions prévoyants. Nous avions fini de payer notre maison dans le Perche, une propriété de 5 hectares à la sortie d'un petit village, une bâtisse que j'avais rénovée avec l'aide de mon propre père en 1987. C'était une petite exploitation avec quelques bêtes pour le week-end, un étang poissonneux et 2 grands potagers. C'était à nous, chaque mètre carré. Nous avons 2 enfants. Notre fille, Claire, vit à Lyon et appelle tous les dimanches sans faute. Et puis il y a notre fils, que j'appellerai par son nom, Benoît, car lui donner un qualificatif plus doux me semblerait malhonnête à ce stade. Benoît a toujours été celui qui calculait, même enfant, il observait, attendait. Cherchait l'angle d'attaque avant de bouger. Je pensais autrefois que c'était de l'intelligence, sa mère disait qu'il était simplement réfléchi, mais nous trompions tous les deux sur ce que nous avions sous les yeux. Il s'est réinstallé près de chez nous il y a 4 ans, après son second divorce. Disant qu'il avait besoin de repartir de zéro et que la proximité de la famille l'aiderait à se remettre les idées en place. Ma femme a préparé la chambre d'amis, j'ai rempli le 2e réfrigérateur du garage avec les bières artisanales qu'il aimait, et nous étions heureux de l'avoir. Les premiers mois. Tout se passait bien. Il aidait à entretenir le terrain, il était présent au dîner et il s'intéressait à nos finances d'une manière qui, à l'époque, ressemblait à de la bienveillance. Comment se portaient nos assurances-vie? Avions-nous pensé à mettre à jour notre succession? Avions-nous un plan si l'un de nous tomber malade? Je répondais honnêtement parce que c'était mon fils et que je n'avais aucune raison de me méfier. Je lui ai dit que nous avions un plan d'épargne retraite modeste, que la propriété était estimée à environ 380 000 € sur le marché actuel, que nous avions un compte joint et une assurance vie solide. Je lui ai expliqué que notre testament était simple, partagé équitablement entre lui et sa sœur, la maison revenant à celui qui voudrait l'entretenir, sinon elle serait vendue et le fruit de la vente divisé. Il a hoché la tête et n'en a plus reparlé pendant un temps. Le changement a été progressif. Benoît a commencé à m'accompagner pour des courses que je faisais habituellement seul. Il a commencé à conduire ma femme à ses rendez-vous médicaux alors qu'elle gérait une arythmie cardiaque précoce, rien de grave, mais suffisant pour nécessiter un suivi. Il disait que c'était plus simple s'il conduisait, elle trouvait cela adorable et j'appréciais l'intention. Puis il a commencé à entrer dans le cabinet avec elle, s'asseyant dans la pièce pour poser des questions au cardiologue. Là encore, cela semblait attentionné au début. C'est ma fille qui a été la première à dire quelque chose. Elle est venue pour les fêtes de fin d'année et m'a pris à part après le dîner, quand Benoît était sorti à la grange avec son mari pour regarder le tracteur. Papa,
a-t-elle dit à voix basse, est-ce que Benoît t'a parlé de questions financières? Je lui ai raconté notre conversation de l'automne. Son visage n'a pas beaucoup changé, mais sa mâchoire s'est crispée. Il m'a appelé en septembre. A-t-elle dit, il m'a dit que maman et toi commenciez à perdre pied, que la santé de maman était bien pire que ce que vous laissiez paraître. Il a suggéré que je devrais peut-être le laisser gérer les choses à l'avenir parce que j'étais trop loin pour être efficace. Je suis resté planté là, dans ma propre cuisine, sentant un froid me traverser. Qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit de s'occuper de ses affaires, a-t-elle dit, mais papa, sois prudent. Je l'ai remercié et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, mais je m'inquiétais déjà. Je n'ai pas affronté Benoît immédiatement. J'ai appris en 63 ans que confronter quelqu'un avant de comprendre ce qu'il manigance est le meilleur moyen de perdre. On lui donne l'alerte, il s'ajuste. Et on se retrouve avec rien d'autre que des soupçons et une relation empoisonnée. Alors, j'ai observé. Au cours des 6 semaines suivantes, j'ai remarqué des choses que j'avais précédemment ignorées. Benoît interceptait le courrier avant que je n'arrive à la boîte aux lettres. Il était souvent au téléphone dans la grange et se taisait quand j'approchais. Il avait commencé à avoir de longues conversations avec ma femme pendant sa sieste de l'après-midi. Des discussions qui s'arrêtaient brusquement dès que je montais l'escalier. Ma femme et moi sommes mariés depuis 39 ans et nous n'avons pas de secret. Un soir, je lui ai demandé directement de quoi il parlait. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit, il n'arrête pas de me demander de réfléchir à ce qui m'arriverait si tu partais le premier. Il dit que la propriété serait trop lourde à gérer pour moi. Il dit qu'il serait plus logique de la mettre à son nom dès maintenant, comme un arrangement de gérance, pour éviter les délais de succession si quelque chose arrivait. Elle m'a regardé fixement. Je lui ai dit que j'en discuterais avec toi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de ne pas t'embêter avec ça, que tu avais déjà assez de soucis avec tes problèmes de dos. J'ai digéré l'information un long moment. Puis j'ai appelé ma fille pour lui demander le nom de son avocate. Son avocate était une femme nommée Maître Patricia Morel, basée à Paris, qui pratiquait le droit des successions depuis 22 ans. Je suis allé la voir un mardi sans dire à Benoît où j'allais, prétextant un contrôle chez mon spécialiste orthopédique. J'ai tout exposé à Maître Morel, les conversations, l'interception du courrier, l'approche de mon fils auprès de ma femme, son implication soudaine dans les rendez-vous médicaux. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, ce que vous décrivez porte un nom en droit français, c'est une tentative d'abus de faiblesse. C'est l'une des formes les plus courantes de maltraitance financière envers les aînés, et c'est massivement sous-déclaré parce que cela vient de membres de la famille en qui les victimes ont confiance. Elle a ajouté, le fait que vous soyez ici avant que quoi que ce soit ne soit signé est l'élément crucial. Documenter tout à partir de maintenant, chaque conversation, chaque demande, les dates, les heures, les propos tenus, et ne changez pas de comportement envers lui, pas encore. Elle m'a aidé à mettre en place une structure juridique verrouillée. Cette semaine-là, un mandat de protection future et une modification de nos dispositions matrimoniales plaçant la maison et les comptes sous un régime de protection stricte où rien ne pouvait être transféré ou modifié sans nos 2. Signatures authentifiées et un délai de réflexion obligatoire. Benoît ignorait tout de l'existence de ces mesures. Maître Morel m'a également mis en contact avec un délégué à la protection des majeurs, Monsieur Denis Bertrand, qui nous a conseillé une deuxième couche de protection. Je n'avais pas envisagé de désigner explicitement ma fille, et non Benoît, comme personne de confiance et décideur médical pour ma femme si elle devenait incapable de s'exprimer. Nous avons fait acter cela par notaire et déposer le document auprès du cardiologue, de l'hôpital et à la mairie.
Je suis rentré chez moi cet après-midi-là en me sentant enfin serein. La phase suivante fut la plus dure car elle exigeait que je continue à m'asseoir à la table du dîner avec mon fils chaque soir en faisant comme si de rien n'était. Il a accéléré les choses durant l'hiver. En janvier, il a ramené une pile de documents qu'il disait avoir fait préparer par un ami juriste. Il les a présentés à ma femme pendant que j'étais sorti vérifier les clôtures. Elle m'a envoyé un SMS immédiatement et je suis revenu à la maison pour le trouver à la table de la cuisine avec un notaire, ou quelqu'un se présentant comme tel, qu'il avait apparemment fait venir sur place. Je suis entré. Benoît a levé les yeux un instant et j'ai vu dans son regard un calcul rapide se transformer en une fausse chaleur. Papa, j'expliquais juste à maman quelques documents de planification, des trucs de routine, rien de grave. Je me suis assis en face de lui, j'ai regardé les papiers. C'était un acte de donation déguisé pour la propriété et une procuration financière totale, les deux désignant Benoît comme unique bénéficiaire et mandataire. J'ai regardé le prétendu officier public, un jeune homme qui semblait mal à l'aise. J'ai dit, vous pouvez partir, nous n'aurons pas besoin de vous aujourd'hui. Benoît a rétorqué, papa, nous devons en discuter en famille. J'ai répondu, avec notre avocate présente. Alors, ce n'est pas négociable. Il a quitté la table. Ce soir-là, j'ai noté la date, l'heure, le récit des faits et j'ai envoyé le tout à Maître Morel par mail. Elle a marqué le dossier et a dit, nous avons maintenant la preuve documentée d'une tentative de coercition. En mars, ma femme a été hospitalisée 2 nuits suite à un épisode d'arythmie, rien qui ne mette ses jours en danger. Mais c'était effrayant sur le moment. Benoît l'a conduite aux urgences, ce à quoi je ne me suis pas opposé, mais quand je suis arrivé à l'hôpital 40 minutes plus tard, une infirmière m'a dit que mon fils s'était déjà entretenu avec le cardiologue de garde et s'était présenté comme ayant la procuration médicale complète. J'ai montré à l'administration de l'hôpital le véritable document, celui déposé 3 mois plus tôt, désignant notre fille. Le directeur de garde a emmené Benoît dans un bureau séparé. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit, mais quand il est sorti, il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Ma femme est rentrée 2 jours plus tard, elle était fatiguée mais elle avait l'esprit vif. Dans la voiture, elle m'a dit doucement, il a dit à l'infirmière que je faisais de la démence sénile. J'ai gardé les yeux sur la route. Tu m'as entendu, a-t-elle insisté. Je t'ai entendu, ai-je répondu, et je l'ai consigné par écrit. Maître Morel a contacté le procureur de la République en avril avec notre dossier complet, 11 mois de journaux de bord, le rapport de l'incident à l'hôpital, des copies des documents que Benoît avait tenté de faire signer et une déposition enregistrée de ma femme. Une enquête préliminaire a été ouverte pour abus de faiblesse. Nous n'avons rien dit à Benoît. Il continuait à vivre dans la chambre d'amis, à dîner avec nous, à faire parfois des allusions indirectes à l'avenir, à la difficulté de gérer le domaine et à quel point les choses seraient plus simples avec un plan clair. Je continuais à écouter en disant peu de choses. En mai, Benoît nous a dit qu'il partait passer le week-end en ville pour voir un vieil ami. Il a embrassé ma femme sur la joue à la porte, il m'a serré la main. 2 jours plus tard, un samedi matin, Maître Morel m'a informé que l'enquête avait abouti à une convocation devant le tribunal. Les charges retenues incluaient l'abus de faiblesse et la tentative de faux et usage de faux en écriture. Il s'est avéré que l'acte de donation notarié qu'il avait tenté de nous faire signer avait finalement été soumis à l'enregistrement avec des signatures imitées, sans que nous le sachions, via un complice. La gendarmerie m'a contacté cet après-midi-là, me demandant de ne pas chercher à joindre Benoît. Le dimanche matin, son téléphone tombait sur messagerie. Le lundi pareil. Le mardi, mon téléphone a sonné. C'était Benoît.
Papa. Sa voix avait retrouvé. Ce ton plat est contrôlé. Je veux que tu saches quelque chose. J'ai enregistré tous les papiers. La propriété est à mon nom. Maman a tout signé. Tu n'as plus rien. Mon avocat l'a confirmé ce matin. Ne te donne pas cette peine, mon fils, ai-je dit. Il s'est arrêté. Ta mère est assise juste ici à côté de moi. À la table du petit déjeuner. Elle te dit bonjour. Un long silence s'en est suivi. Les dispositions juridiques sont en place depuis 11 mois, ai-je continué, rien de ce que tu as déposé n'est valide. Maître Morel possède des copies de tout, tout comme le procureur. Je pense que tu devrais appeler un avocat, un très bon, et dès aujourd'hui. J'ai entendu sa respiration s'accélérer, puis la communication a coupé. Ma femme a tendu la main sur la table pour couvrir la mienne. Elle n'a rien dit, elle n'en avait pas besoin. Le processus judiciaire a pris encore 4 mois. Benoît a pris un avocat de la défense. Le dépôt d'un faux acte de propriété était la charge la plus grave, un délit sévèrement puni par le code pénal. L'abus de faiblesse venait alourdir son cas. Son avocat a négocié une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, 3 ans de prison avec sursis, l'obligation de rembourser tous les frais de justice engagés pour annuler les faux documents. Et une interdiction permanente d'entrer en contact avec nous ou de s'immiscer dans nos affaires financières et médicales. Il n'est pas allé en prison. Je vais être honnête avec vous sur ce que je ressens à ce sujet, je n'en sais rien. Certains matins, je pense que le résultat est juste. D'autres matins, je repense au faux notaire qu'il a engagé, à l'infirmière à qui il a menti, et à ces 11 mois où ma femme et moi avons dû faire semblant à notre propre table de cuisine, et je ne suis pas sûr que « justice » soit le mot approprié pour ce que nous avons obtenu. Ce que je sais, c'est ceci, le domaine est à nous. Les décisions de santé de ma femme sont entre les mains de quelqu'un qui l'aime. Notre fille est descendue de Lyon le week-end suivant le jugement et nous nous sommes assis sur la terrasse jusqu'à minuit, tous les trois, à écouter les grenouilles de l'étang, et pour la première fois depuis presque 1 an, nous nous sommes sentis chez nous. Benoît ne nous a pas contactés. Je ne sais pas s'il le fera un jour. Ma fille m'a demandé un soir, doucement, si j'étais en colère. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. J'ai eu peur, ai-je fini par dire. Pendant longtemps, j'ai juste eu peur. Peur de ce qu'il devenait. Peur de ce que j'avais pu rater plus tôt. Peur de ce que cela signifiait sur moi en tant que père de ne pas l'avoir vu venir. Elle s'est tue. La colère est venue plus tard, ai-je ajouté, mais je ne l'ai pas laissé diriger. Ce sont les preuves qui ont dirigé. C'est l'avocate qui a dirigé. C'est la loi qui a dirigé. J'avais juste besoin de rester solide assez longtemps pour laisser le système fonctionner. Elle a hoché la tête, puis elle a dit, tu as fait ce qu'il fallait, papa. Je le sais. Je le sais vraiment. Mais voici ce que je porte en moi depuis la fin de cette histoire et pourquoi je la raconte à quiconque veut bien l'entendre. Ce que Benoît nous a fait à un nom, c'est de la maltraitance financière envers les seniors. Cela arrive dans des maisons qui ressemblent exactement à la nôtre, des maisons calmes, modestes, ordinaires, où quelqu'un qui vous connaît bien a décidé que votre confiance était la chose la plus facile à exploiter chez vous. Si quelqu'un dans votre famille commence à poser des questions sur vos finances qui vous semblent étranges, s'il commence à s'immiscer dans vos rendez-vous médicaux, s'il suggère doucement et de manière répétez que les choses seraient plus simples s'il était aux commandes, s'il vous plaît. Écoutez-moi, vous n'êtes pas paranoïaque. Vous êtes observé. Documentez tout. Mettez des dates sur papier. Appelez un notaire ou un avocat spécialisé.
Avant que quiconque ne vous demande de signer quoi que ce soit.